Le dernier survivant de la catastrophe d'alpinisme ayant coûté la vie à 11 personnes a été secouru en hélicoptère depuis le K2. La catastrophe a eu lieu lors de la descente du ravin escarpé appelé Bottleneck. Le 1er août 2008, à haut sur le K2, Cecilie Skog a vu son mari disparaître dans l'obscurité. Une seconde, il grimpait en dessous d'elle, la suivante, il était englouti par un grondement si violent qu'il fit trembler la montagne. Et alors qu'elle criait son nom, elle réalisa quelque chose d'encore pire. Les cordes avaient disparu. Le chemin du retour était coupé et plus d'une douzaine d'alpinistes étaient piégés dans un endroit où personne ne survit longtemps. Le vent hurlait et la température chutait alors qu'ils approchèrent de cette section particulièrement dangereuse de l'itinéraire, l'étranglement. Puis la catastrophe est survenue. Voici l'histoire de la catastrophe du K2 en 2008 et comment l'erreur humaine, une mauvaise gestion et l'imprévisibilité de Mère Nature ont conduit à la catastrophe himalayenne la plus meurtrière de l'histoire. Bienvenue dans l'extrême. À la fin du mois de juillet 2008 environ, 25 alpinistes, issus d'autant de 8 expéditions internationales distinctes, commencèrent à arriver au camp 4 hauts sur les sommets du K2. Située à près de 8000 mètres d'altitude, cette pente rocheuse couverte de neige était la dernière étape avant le sommet. À partir d'ici, les alpinistes devaient attendre que le temps se dégage pour gravir les 1000 derniers mètres parmi les grimpeurs blottis dans des tentes qui claquaient au vent. Au camp 4 se trouvait Cecilie Skog, une alpiniste norvégienne expérimentée qui a été la première femme à réaliser le grand chelem de l'explorateur. Cela consistait à poser le pied sur les pôles nord et sud, ainsi qu'à gravir le sommet le plus élevé des 7 continents de la Terre. Bien que ce fût vraiment un grand exploit, cela appartenait au passé pour cette star alpine. Elle ne voulait pas se complaire dans la gloire du passé. Oh non, elle regardait toujours vers l'avenir. Que pouvait-elle conquérir ensuite? Quel défi était le plus difficile? C'est ce qui l'a poussée à poursuivre le sommet du K2. Cecilie était accompagnée lors de l'expédition par son mari, Rolf Bay, qui était lui aussi un alpiniste accompli. Contrairement à la plupart des couples qui ne supportent pas l'idée que leurs partenaires disparaissent pendant des mois pour escalader des montagnes dangereuses, eux, ils le faisaient ensemble et adoraient chaque minute de cette aventure. Le couple s'épanouissait là où beaucoup seraient paralysés par la peur, consacrant leur vie à gravir les plus hauts sommets du monde. Mais ce n'était pas leur plan définitif. Il y a seulement 1 an, Cecilie et Rolf s'étaient mariés. Cela l'a amené à réfléchir à ce que l'avenir leur réservait et, plus important encore, aux enfants. Juste une dernière grande aventure. Elle pensait reprendre son travail d'infirmière, puis préparer l'arrivée d'enfants. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu pour un professionnel d'un des sports les plus dangereux. Elle ignorait alors le destin qui les attendait en montagne. Après tout, on n'appelle pas le K2 la montagne sauvage sans raison. Situé dans la chaîne de montagnes du Karakoram, à la frontière entre le Pakistan et la Chine, le K2 c'est la 2e plus haute montagne du monde. Il s'élève à une hauteur incroyable de 8611 mètres et seul l'Everest est plus haut. Mais ce qu'il n'a pas en taille, il le compense largement par la terreur qu'il inspire. Pour la plupart des alpinistes, le K2 est la montagne la plus dangereuse du monde à gravir et les statistiques le prouvent. En fait, jusqu'à 1 personne sur 4 qui tente d'atteindre son sommet ne rentre jamais chez elle. Cette montagne n'est pas à prendre à la légère. Des vents de force ouragan peuvent vous arracher littéralement de la montagne et des avalanches peuvent dévaler sans prévenir. Et les températures peuvent devenir si froides qu'elles gèlent votre souffle instantanément. C'est un endroit où chaque pas est un pari. Et même la plus petite erreur peut avoir des conséquences mortelles. C'est pourquoi seulement environ 800 personnes ont atteint son sommet. Cela peut sembler beaucoup, mais si on compare aux plus de 7000 personnes qui ont atteint le sommet de l'Everest, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous êtes un alpiniste amateur, c'est une montagne sur laquelle vous ne voulez surtout pas vous retrouver. Cecilie et Rolf étaient conscients de ces dangers en gravissant lentement la montagne en juillet. Le 31, ils étaient enfin arrivés au camp, 4 impatients de tenter l'ascension finale vers le sommet. Des alpinistes de plusieurs équipes internationales, dont la France et la Serbie, les ont également rejoints au camp. Tout le monde attendait le feu vert du camp de base pour tenter l'ascension finale vers le sommet. Mais ils devaient d'abord attendre la fin du mauvais temps. Pendant que Cecilie et Rolf étaient assis dans leur tente, à quelques mètres, une autre personne allait bouleverser le camp. Un alpiniste dont les choix allaient façonner les dernières heures de la catastrophe d'une façon inattendue. À l'abri dans une tente à quelques mètres de Cecilie et Rolf se trouvait un alpiniste irlandais, Gerard McDonnell, souvent appelé Ger par ses amis. Il n'était certainement pas aussi célèbre que Cecilie, mais il restait un alpiniste très compétent et bien établi.
En fait, 10 ans avant l'expédition de 2008, il a tout emballé et a déménagé à Anchorage, en Alaska, pour faire avancer sa carrière d'alpiniste. Ger était bien connu et apprécié par la communauté irlandaise d'Anchorage, souvent décrit comme un philosophe ou un grand conteur, mais au fond de lui, il n'aimait rien tant que les montagnes. En 2003, il a gravi le mont Everest, et seulement 3 ans plus tard, il a failli atteindre le sommet du K2. Après avoir été frappé par une pierre tombante, son expédition a été interrompue et il a dû être évacué à l'hôpital par hélicoptère. Malgré ce revers, il a exprimé sa détermination à revenir, déclarant « Si quelque chose, cette expérience m'a montré que c'est tout à fait faisable et j'ai hâte d'y retourner ». Ger avait la réputation, dans la communauté des grimpeurs, d'être quelqu'un qui ne pouvait pas abandonner une personne dans le besoin. En 1999, lui et son partenaire d'escalade, Mike Mays, ont reçu le Denali Propine pour avoir conduit 5 grimpeurs en sécurité lors d'un blizzard sur le mont McKinley. Alors que Ger était assis dans sa tente au camp 4 fin juillet, il était plus proche que jamais de réaliser son rêve d'atteindre le sommet du K2. Mais, comme les autres grimpeurs, il attendrait une fenêtre météo favorable. Puis, la bonne nouvelle est arrivée et l'excitation s'est répandue dans le camp. Mais Ger n'avait aucune idée que la montagne était déjà en train de tendre un piège qui allait l'entraîner dans le rôle le plus dangereux. Un grimpeur peut faire un minuscule détour sur ce train du chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, voir des vidéos exclusives faites rien que pour vous, avoir un accès anticipé à nos autres contenus et voter dans nos sondages de contenu. Rejoignez-nous sur Patreon. Quand le camp de base a annoncé au chef d'expédition une météo favorable pour l'ascension du sommet, plusieurs équipes d'expédition ont alors planifié et collaboré pour tenter ensemble d'atteindre le sommet le 1er août. Le plan était simple, s'entraider, poser des cordes et atteindre le sommet plus vite et en sécurité. Mais cela impliquait que tous essaieraient d'y arriver simultanément. Une décision qui allait les hanter plus tard. Juste avant que l'horloge ne sonne minuit, le 31 juillet, les Sherpas et les Apps étaient déjà au-delà de la sécurité du camp. 4 installant des cordes fixes pour guider en sécurité les alpinistes jusqu'au sommet. Mais après avoir souffert du mal d'altitude, le chap le plus expérimenté, Shaheen Beg, a dû redescendre la montagne. C'était un coup dur pour le groupe élargi, car il était le seul porteur à avoir déjà atteint le sommet. C'est à partir de là que les choses ont commencé à mal tourner à cause de sa maladie. Les porteurs moins expérimentés ont utilisé trop de cordes dans les sections basses où ce n'était pas utile. En plus de cela, Shaheen a emporté avec lui du matériel essentiel, laissant l'équipe avancer à court de cordes. Les choses commençaient à se dégrader sur la montagne. Et comme vous le savez probablement maintenant, une petite erreur sur le K2 peut mener à un désastre. Juste avant 3 heures du matin, Cécilie et les autres alpinistes ont commencé à ouvrir leurs tentes et ont été accueillis par une obscurité presque totale, des vents hurlants et une température glaciale d'environ moins 20 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je penserais tout de suite à retourner à l'intérieur, près de la chaleur d'un réchaud à gaz portable. Mais pour des alpinistes comme Cécilie, Rolf et Gérard, ce n'était que le début de la fête. Une fois leur équipement rangé, il était temps de commencer l'ascension vers le sommet. En montant la montagne, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait trop de cordes fixes au-dessus du camp 4 et pas assez pour la fin de l'ascension. Cela a forcé les alpinistes à récupérer des cordes plus bas, provoquant d'importants retards et un embouteillage dangereux dans le passage étroit. Mais si vous connaissez un peu le K2, c'est un endroit où vous ne voulez surtout pas de circulation. Le passage étroit est un chemin raide et étroit situé à environ 400 mètres sous le sommet du K2 à une altitude d'environ 8200 mètres. Au-dessus de cette section de la route se trouvent d'énormes blocs de glace glaciaire, souvent appelés sirocs, qui sont extrêmement vulnérables aux chutes de glace et aux avalanches. Les alpinistes doivent traverser avec précaution environ 100 mètres dans cette zone exposée qui présente une pente de 50 à 60 degrés. Bien que très dangereux, le goulot d'étranglement reste l'un des itinéraires les plus empruntés vers le sommet, notamment l'éperon Abruzzi. C'est parce que c'est techniquement le moyen le plus simple et le plus rapide de minimiser le temps passé dans la redoutable zone de la mort, une altitude supérieure à 8000 mètres où le corps humain peine à survivre. Cela est principalement dû au manque d'oxygène. Au moment où Cécilie, Rolf, Gérard et le reste des alpinistes ont traversé l'entonnoir, au moins 4 grimpeurs avaient été déjà abandonnés, dont l'Américain Erid Meter et le Suédois Frederick Strang. La plupart craignaient d'atteindre le sommet trop tard et les dangers associés. D'autres craignaient la possibilité de rester coincés dans l'entonnoir bondé et qu'une plaque de glace ne tombe à tout moment.
Toutes ces préoccupations étaient raisonnables. Pour des alpinistes comme Cécilie, Rolf et Gérard, cela faisait partie du jeu et atteindre le sommet de la montagne la plus mortelle demeurait leur priorité. À 8 heures du matin, le soleil s'était levé, apportant avec lui des rayons chaleureux. Cela a aidé à motiver les alpinistes, mais après des semaines passées sur la montagne, la fatigue commençait à peser sur Cécilie. Elle avait du mal à suivre le rythme des alpinistes qui arrivaient derrière elle, et à un moment donné, l'alpiniste serbe Dren Mandik était assez proche pour décider d'essayer de la dépasser. Dren a tenté de passer. Il a tendu la main, s'est décroché pendant juste une seconde, prévoyant de passer autour d'elle. Et c'est ce moment-là qui devrait faire frissonner chaque alpiniste. Quand quelqu'un se détache à une telle hauteur, cela ne le met pas seulement lui en danger, mais aussi la personne à côté de lui. À la seconde où il s'est détaché, sa botte a glissé, il a perdu l'équilibre, est tombé sur le côté, et la secousse soudaine a fait tomber Cécilie. Avec lui, elle a violemment heurté la glace dure, déchirant ses gants en essayant de s'arrêter. Le temps qu'elle se relève, haletante et essayant de comprendre ce qui s'était passé, Dren était déjà parti. Il était tombé de plus de 90 mètres sur la pente déchiquetée, heurtant glace et rochers avant de disparaître sous ses yeux. Cécilie et les autres alpinistes sur la montagne regardaient avec horreur, sachant qu'il y avait peu de chances qu'il survive. Mais alors, un des grimpeurs n'en croyait pas ses yeux. Le corps de Dren bougeait. En voyant cela, ses coéquipiers serbes, Predrag Zagorok et Aiso Planic, ainsi que Frédéric Strong, se sont précipités en bas de la montagne dans l'espoir de lui sauver la vie. Mais quand ils sont arrivés, il était trop tard. Dren n'avait plus de pouls, et la gravité de ses blessures ne laissait aucun doute dans leur esprit. Il était mort. Les alpinistes serbes, avec l'aide de Frédéric, ont décidé de descendre son corps jusqu'au camp 4. C'est pendant cette tâche sombre qu'un autre drame s'est produit. Un porteur d'altitude nommé Johan Beg aidait les autres à descendre jusqu'au corps de Dren. Soudain, il a perdu pied et a commencé à glisser. Puis, avant même qu'il ait pu réagir, il a disparu le long de la pente raide, tombant vers la mort. Le K2 venait de faire ses 2 premières victimes de cette journée fatidique, mais ce ne seraient pas les dernières. Plus haut sur la montagne, Cécilie, Rolf et Gère continuèrent de pousser vers le sommet. En raison des retards autour de l'étranglement, ils n'ont atteint le sommet que bien plus tard que prévu. Certains n'ont atteint le sommet de la montagne qu'à 20 heures, bien après l'heure habituelle de demi-tour, entre 15 et 17 heures. Sur les 25 personnes qui ont quitté le camp ce matin-là, seulement 18 ont atteint le sommet et malheureusement, 2 ont perdu la vie au cours de l'ascension. Le premier à le faire fut l'Espagnol Alberto Zerin, qui a atteint le sommet seul vers 15 heures, avant de redescendre la montagne en sécurité et de passer sous l'étranglement avant la nuit. Les autres n'auraient pas la même chance. Quelques heures après qu'Alberto ait entamé sa descente, Cécilie et son compatriote norvégien Lars Nessa étaient en train de redescendre la montagne. À ce moment-là, le ciel était devenu sombre et la température avait chuté. Guidés par la faible lumière de leurs lampes torches et les cordes au sol, ils ont retrouvé leur chemin vers le goulet d'étranglement. Et Rolf, à cause de la fatigue et peut-être du mal des montagnes, avait fait demi-tour quelques centaines de mètres avant le véritable sommet. Cependant, étant un mari aimant, il décida d'attendre sa femme juste avant le goulet d'étranglement. Lorsqu'ils se sont retrouvés vers 20h30, les 3 ont entamé leur descente ensemble. Rolf a pris un peu d'avance sur sa femme et avant que quiconque ne puisse dire un mot, une énorme plaque de glace est tombée au-dessus du goulet d'étranglement, provoquant le chaos avec un fracas tonitruant. La glace, la neige et les rochers ont été projetés dans toutes les directions lorsque l'énorme bloc de glace s'est écrasé au sol. Rolf a tenté de s'écarter, mais il a été emporté sur la montagne et enseveli sous la neige et la glace. Cécilie ne pouvait rien faire d'autre que regarder dans l'obscurité alors que son mari était emporté juste devant ses yeux. Rolf lui-même a été tué sur le coup. Il est difficile d'imaginer l'horreur que Cécilie a vécue à ce moment-là. Le choc de perdre l'homme que vous aimez en un clin d'œil est difficile à comprendre. Et maintenant, il devait affronter un autre problème majeur. La chute de glace avait sectionné les cordes fixes et plus d'une douzaine d'alpinistes, dont Cécilie, étaient les coincés dans la zone de la mort. Beaucoup d'alpinistes sont entrés dans un état de panique, car aucun n'était préparé à une descente en solo sans corde. Ils n'avaient pas non plus de corde pour remplacer celle qui avait été détruite. Mais chaque minute passée dans la zone de la mort augmentait les risques d'une mort prématurée. Cécilie était submergée par l'émotion sur le moment, mais après quelques minutes, elle a réussi à calmer ses nerfs et à essayer de se concentrer sur sa survie. Aux côtés de Lars, elle est descendue lentement la montagne sans corde fixe.
Lars ouvrait la voie, creusant des prises avec son piolet et ses crampons, et éclairait le chemin pour Cécilie avec sa lampe frontale. Cécilie, meurtrie et secouée, gardait un rythme régulier, avançant d'abord son piolet puis sa botte, dans un effort désespéré pour survivre. Pendant leur descente, Cécilie a glissé et est tombée sur une pente glacée, dévalant sur 18 mètres, avant de réussir à s'arrêter elle-même avec son piolet. Lars l'a rapidement rejointe et ils ont continué leur périlleux voyage. Finalement, ils ont aperçu une balise du camp 4 au loin et un sentiment de joie immense les a envahis. Ils étaient enfin de retour en sécurité. Au début, Cécilie gardait l'espoir que Rolf l'attendrait au camp 4, convaincu qu'il ne pouvait rien lui être arrivé. Cependant, après avoir atteint la tente d'Øystein Strangeland, le 4e membre de leur équipe, Lars a annoncé la terrible nouvelle et a dit « Rolf s'est perdu ». Cécilie est alors allée à sa propre tente, mais pour la trouver vide. Et c'est à ce moment-là que la réalité l'a frappée. Elle avait vraiment perdu son mari. De retour au goulet, plusieurs alpinistes avaient entamé leur descente en solo libre. Une âme malheureuse, Ugda Bred, est tombée à la mort en tentant de descendre dans l'obscurité, probablement à cause de l'épuisement et du manque d'oxygène. Face au danger de l'escalade en solo libre, des alpinistes comme Jaer ont choisi de ne pas descendre la nuit, jugeant cela trop risqué. Il a été parmi les derniers à atteindre le sommet ce jour-là, car il était resté pour aider d'autres alpinistes. Jair, aux côtés de l'alpiniste italien Marco Confortola et de l'alpiniste néerlandais Wilco van Ruyen, a décidé de camper dans la zone de la mort pendant la nuit, estimant qu'il valait mieux attendre la lumière du matin. Mais cela était aussi incroyablement dangereux. Cette nuit-là a été d'une froideur brutale avec des températures descendant jusqu'à environ moins 40 degrés Fahrenheit. Ils ont également dû lutter contre l'épuisement, le manque d'oxygène et la menace constante de chute de glace. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à survivre à la nuit. Et lorsque les premiers rayons de lumière ont frappé la montagne au matin du 2 août, ils étaient debout et prêts à partir. Wilco souffrait gravement de cécité des neiges et a décidé de descendre seul. Jair et Marco les ont suivis peu après, mais sont tombés sur plusieurs alpinistes coréens et leurs sherpas, emmêlés dans des cordes, et dans un très mauvais état. S'ils ne s'arrêtaient pas pour aider ces hommes, il était presque certain qu'ils mourraient. Mais que feriez-vous si vous vous retrouviez dans une situation tout aussi dangereuse ? Auriez-vous aidé les alpinistes coréens ou respecté la règle numéro 1 de l'alpinisme ? Pour Jair, il n'était tout simplement pas question de laisser les alpinistes en difficulté. Bien que les détails exacts diffèrent légèrement selon les récits, Jair a passé de nombreuses heures à essayer de les libérer. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit à un moment donné. Marco a regardé sur le côté et a vu Jair s'éloigner. Il était d'abord confus, croyant que l'Irlandais souffrait du mal des montagnes. Maintenant, tout seul, Marco a fait tout ce qu'il a pu et a même réussi à mettre les alpinistes coréens dans une position confortable avant de décider de poursuivre sa descente. Plus tôt ce matin-là, les opérations de sauvetage ont commencé depuis le camp de base, incluant les Sherpas Tseringbot et Big Pasongbot qui sont montés pour aider les personnes bloquées. Au moment où Marco est parti, l'équipe de secours approchait de leur position. Mais une question demeurait, qu'est-il arrivé à Jair ? C'est toute une controverse dont je parle. Dans une vidéo séparée, l'équipe de secours qui a rejoint les Coréens et le Sherpa bloqué a vu un alpiniste en combinaison rouge emporté par une avalanche. L'équipement était identique à celui de Jair et ce qui suivit m'a profondément bouleversé. Quelques minutes seulement après que Pasang ait communiqué par radio avec le camp de base, un autre énorme bloc de glace est tombé au-dessus du goulet, provoquant une avalanche. Cela a emporté Pasong, Zumek et les 2 alpinistes coréens dans la descente de la montagne. Et malheureusement, aucun n'a survécu. 11 alpinistes ont péri dans ce qui reste l'une des pires tragédies de l'histoire de l'Himalaya. Près de la moitié des alpinistes qui ont quitté le camp, 4 le matin du 1er août, ne sont jamais rentrés chez eux. Et ceux qui sont revenus sont repartis avec des cicatrices visibles et un traumatisme qui durerait toute leur vie. Wilco van Ruyen a descendu une nouvelle voie, contournant le camp 4, et a passé une 2e nuit bivouaqué sur la montagne. Au moment où il a finalement été secouru par d'autres alpinistes, il souffrait d'engelures au 3e degré et avait très mal. Cela a entraîné l'amputation de tous ses orteils, mais il est descendu de la montagne vivant. Après que Marco Confortola se soit séparé de Jair, il a refusé d'abandonner et a continué à descendre. Ses pieds étaient de noircis par les engelures et il souffrait énormément. Mais il n'a jamais arrêté et a réussi à descendre la montagne en luttant pendant plusieurs jours. Avec l'aide de son équipe de secours, il a atteint le camp de base le 5 août, puis a été évacué en hélicoptère le lendemain. Aucun des alpinistes qui ont survécu ne serait jamais plus le même.
Cécilie a ensuite évoqué cette expérience, affirmant avoir été guidée au camp de base par ce qu'elle pensait être la voix de Rolf. Après la montagne, elle a vécu un long deuil et des luttes. Incapable d'affronter l'appartement partagé avec Rolf, elle est retournée chez ses parents. La perte était immense, mais la philosophie de Rolf résonnait en elle. Il ne faut pas simplement poursuivre ses rêves en douce, il faut les saisir à pleine main, les tenir bien fort et essayer de les vivre. Cela l'a maintenue motivée même dans les moments les plus sombres. Fidèle à ses paroles, Cécilie a trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Rolf et sa propre passion pour l'exploration. En 2010, elle a accompli un autre exploit remarquable, devenant la première femme à traverser l'Antarctique en solitaire, sans assistance ni ravitaillement. À ce jour, le K2 reste de loin la montagne la plus mortelle au monde et ceux qui tentent d'atteindre son sommet le font souvent avec une extrême prudence. Certains tronçons, tels le goulot d'étranglement, rappellent que la situation peut empirer à tout moment. Même préparés, les alpinistes ne peuvent parfois rien contre la colère de Mère Nature. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.